Ok, donc Lolita de Nabokov, c'est moi qui fais le résumé aujourd'hui. Oui. Donc, Attends, si on fait un peu comme ça, c'est mieux. ouais, ok. Lolita est un livre donc de Vladimir Nabokov, un Russe émigré aux États-Unis qui a écrit son livre donc en anglais et publié en Suisse ou en France. Enfin bref, en France, mais il y a toute une histoire avec en Suisse. Pourquoi écrit en Suisse et publié en France? Écrit en Suisse? Mais non, c'est écrit aux États-Unis. Écrit aux États-Unis, mais il y a toute une histoire avec Montreux. Alors attends, donc, comment est-ce que j'ai vu ça? Tu vas pas te concentrer sur. C'est sur l'interview. Non, mais c'est sur l'interview. Bref, allez voir l'interview dans Apostrophe et elle est assez intéressante. Vous l'avez même pas lu en anglais, c'est pas bien. Non, c'est sûr. Putain, mais vas-y, toi, lis des trucs, moi, pour ce temps-là. Oui, je vais choisir un pseudo qui est un nom de famille en Europe de l'Est, alors c'est souvent déjà pris. Bah oui, on ne félicite pas Corly 01. C'est vrai que Corly 01, ça a l'air d'être un nom de famille assez régulièrement occupé. Donc, Lolita, l'histoire de Humbert, qui est un pseudonyme. On apprend au début du livre que qu'il a été condamné et que avant sa condamnation, eh bien, il est mort. Et condamné pour meurtre. Et que avant sa condamnation, alors on apprend ça dans un avant-propos. Dans un avant-propos qui, en fait... Préface, avant-propos, c'est le truc du traducteur. Ah oui, dans la préface, qui est une préface complètement fictionnelle, et on en reparlera sans doute, mais en fait, à la fin du livre, quand on relit la préface, on se rend compte que c'est vraiment très marrant, parce que il se fout complètement de la gueule du lecteur. Bref, donc on apprend que ce monsieur Humbert a été retrouvé mort alors qu'il devait être condamné pour meurtre. Et donc peu à peu on entre dans ce récit où Humbert nous raconte comment est-ce que lui en fait est un pédophile. Il n'appelle pas les enfants des enfants mais des nymphètes, les jeunes filles alors pas tous justement, seulement les jeunes filles c'est un certain type de jeunes filles en fait qui dans son délire à lui seraient en fait déjà sexuellement potentiellement active. Et donc en fait déjà dans une position de séduction, d'accord. Et en fait lui il dit moi j'ai la capacité de repérer les nymphètes et d'ailleurs ça lui donne un nom, je crois, nympheste ou un truc comme ça. De quoi? Lui-même? Ouais, lui-même. Mais bref. Et donc il va arriver à mettre la main sur une jeune fille appelée Lolita, alors qui s'appelle Dolores Hayes. Et donc lui renomme Lolita. Et en fait, alors comment est-ce qu'il met la main sur elle? Parce qu'en fait, d'abord il est juste son professeur, et puis en fait, son tuteur. Non, pas son tuteur, mais son professeur. Non, c'est un professeur. Oui, mais de cours particuliers, ça. Son précepteur. Son précepteur, justement. C'est pas son précepteur en fait. Ah, mais il me semblait que. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Non, c'est parce qu'en fait, il doit aller à Beardsley College, où il a son semestre qui commence bientôt, et donc il dit qu'il va se faire un petit peu à l'ambiance du pays, et donc il décide d'aller. Mais la mère demande à son. Ah oui, d'abord, c'est la logeuse. En gros, il séduit sa logeuse, et sa logeuse finalement lui propose d'être le précepteur de sa fille. Bref, finalement, il est extrêmement content parce qu'il va pouvoir enfin mettre la main sur cette jeune fille. Et malheureusement, il apprend qu'elle va partir donc déjà d'abord en colo, et puis en fait finalement qu'elle va partir que sa mère, qui la déteste, veut la mettre dans un pensionnat et qu'elle y restera. Et donc lui à ce moment-là, il est complètement dégoûté. Il commence à fomenter des plans. Pourquoi pas la tuer? Finalement, il est beaucoup trop lâche pour pouvoir la tuer. Et finalement, eh bien, elle se tue d'elle-même en apprenant que lui avait en fait, en découvrant son petit carnet secret, elle se tue. En apprenant en fait, en découvrant le petit carnet secret que lui pensait inviolable parce que trop mal écrit, et en fait, elle arrive complètement à le déchiffrer et elle se rend compte que voilà, donc lui est complètement un pédophile, qu'il a des vues sur sa fille, et en fait, de colère, elle décide de s'enfuir et en fait, elle se fait renverser dans la rue. Un coup du destin, donc qui va être complètement heureux pour Humbert, qui va se dire enfin je vais pouvoir posséder cette jeune Lolita, mais c'est pas si facile que ça. Il va vouloir d'abord se séparer de son foyer, enfin la séparer de tout ce qu'elle connaissait avant, et donc vite partir au plus vite. Mais le fait est qu'en fait que Lolita, elle, finalement exprime un désir pour Humbert. Du moins c'est ce que lui croit, enfin c'est ce qu'on a c'est parce qu'en fait le truc c'est qu'on ne voit que les pensées de Humbert, et c'est ça qui va être la grande trame du livre, c'est que on est piégé dans sa psyché complètement malade, et donc en fait on est complètement aveugle sur la réalité
Mais donc pour Humbert, en tout cas, elle le désire, et c'est elle qui commence à finalement le séduire et qui fait le premier pas pour l'embrasser, etc. Et donc il part avec elle sur les routes, et c'est le début de la deuxième partie du livre, qui est une espèce de long road movie avant l'heure, et en livre. Et donc voilà, et ils partent tous les deux sur les routes. Là-dessus, peu à peu, Humbert a comme l'impression qu'ils sont suivis. Il commence à douter de l'amour de Lolita. Ah oui, non, mais il y a tout un truc avant. C'est que avant de partir sur les routes, ils vont quand même... au milieu de leur voyage, ils s'arrêtent pendant un an. Mais parce que c'est quand même un livre qui est assez long, qui nous a pris 3 semaines à lire. Ils s'arrêtent pendant un an à Beardsley, justement, pour donc que Lolita reprenne une scolarité après normale, etc. Et puis finalement, vers la fin de l'année, au printemps, ils repartent sur la route. Et à partir de ce nouveau départ va être le début de la chute de Humbert, puisqu'en fait il se rend compte peu à peu que Lolita ne lui est pas fidèle, enfin et de toute façon en plus qu'elle est de moins en moins encline à ses désirs sexuels, et puis peu à peu en fait elle va mettre au point un système en fait où elle va se faire payer pour de plusieurs façons pour que lui assouvisse ses envies, et lui a l'impression qu'ils sont suivis, et cette obsession qu'ils sont suivis par un certain monsieur Trapp va en fait le mener à la folie, et puis finalement un jour Lolita tombe malade, elle va à l'hôpital, elle disparaît, soi-disant emmenée par son oncle, et lui trouve une autre femme, mais ça ne lui convient pas, il part, il retrouve Lolita qui en fait s'est mariée avec un type assez médiocre, et elle lui avoue qu'en fait son soi-disant oncle était en fait l'homme qui avait écrit la pièce de théâtre quand elle était à Beardsley qu'elle avait joué, et donc et lui retrouve cet homme, le tue, et c'est la fin. Est-ce que j'ai bien résumé ces 500 pages de bonheur? En tout cas, c'était un peu laborieux, mais je l'ai fait quand même en moins de 4 minutes, ce qui est un bonheur pour tout le monde. Alors, comment est-ce que vous êtes? Surtout pour, d'ailleurs, monsieur Vladimir Nabokov, qui est très touché de ce... Vous êtes 13 devant nous, c'est merveilleux. Alors, tu veux commencer à en parler? Oui, moi je dirais que personnellement c'est un livre qui m'a énormément plu. J'ai vraiment été frappé. Et ce qui est frappant en fait, c'est que dans l'idée qu'on s'en fait, on n'a pas du tout l'impression que c'est un truc qui a, je trouve, la densité du livre en tant que tel. C'est-à-dire que on dit ah oui Lolita, surtout si on a déjà vu le film de Kubrick, on se dit bon bah voilà, c'est une histoire un peu de ce genre-là, et qui raconte grosso modo la séduction réciproque d'un vieux et d'une jeune, et voilà. Mais en fait dans le livre c'est un côté beaucoup plus beaucoup plus essentiel et beaucoup plus tragique. C'est-à-dire que non seulement tout est beaucoup plus extrême. D'abord la jeune fille Lolita à 12 ans seulement, c'est-à-dire que oui c'est ça, c'est vraiment pas du tout, c'est complètement enlevé dans le film de Kubrick. Bah c'est ça, c'est qu'en fait l'actrice a 15 ans elle-même, et elle en fait un peu plus, enfin bref, on se dit pas c'est une enfant, on n'est pas vraiment aussi foutrement choqué qu'on l'est quand on lit le livre. Et en même temps lui-même est un personnage qui est déjà pervers sexuel depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il est effectivement à la recherche des nymphètes, et il se dit effectivement, quand il voit Lolita, il se dit voilà enfin une qui est totalement conforme à ce que j'espérais, mais d'une certaine manière sa perversion l'avait déjà mené assez loin, et il allait voir des prostituées en le cherchant toujours la plus jeune possible. Il s'était marié même une fois en essayant de faire en sorte que d'aplanir les apparences, mais en fait ça s'était très mal passé, forcément. Donc d'une certaine manière tout est vachement exagéré et accru, non seulement par rapport au film, mais aussi par rapport à l'idée qu'on en a. Ce qui, je trouve, rend les choses très frappantes, c'est que du coup, l'histoire en elle-même acquiert un potentiel beaucoup plus tragique, étant donné que, dès le début, étant donné que donc c'est une passion dévorante, dès le début, on sent qu'il y a les germes de la faim. C'est-à-dire que c'est un peu la raison pour laquelle... c'est un peu la raison des road movies, d'une certaine manière. C'est-à-dire que... quand il y a des gens qui sont uniquement dans une voiture et qui bouffent des kilomètres sans jamais trouver à s'arrêter, c'est généralement non seulement parce que
c'est de la fuite en avant, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de maison. C'est-à-dire qu'il y a nulle part où ils peuvent se poser et se dire ok, je me pose et la vie prend son rythme de croisière. C'est-à-dire que les gens qui sont dans un road movie sont en permanence en fuite. C'est-à-dire que ils essaient en permanence de se dire que si jamais ils se posent et qu'ils réfléchissent et qu'ils disent bon, où est-ce qu'on en est, et ben ils se rendront compte que ça craquelle de partout. C'est pour ça que d'une certaine manière, ils cherchent en permanence à lui montrer des nouveaux trucs, lui dire ah ben on va aller voir ce truc-là, et puis demain on fera ça et ce sera trop cool, etc. pour tout le temps stimuler son intérêt. Mais il est très clair que dès le début, Lolita, elle est beaucoup moins encline à Ken en permanence que lui. Donc d'une certaine manière, c'est un truc où C'est un enfant. et puis ce qui est encore plus frappant, c'est que on n'est jamais dans la tête de Lolita en fait. C'est-à-dire que c'est là où on voit vraiment que c'est une passion dévorante et qui va mal finir, c'est que étant donné que c'est écrit à la première personne, mais surtout que ça se prétend pas du tout précis, correct et purement historique et factuel, quoi, et ben en fait il n'y a pas un seul moment où vous êtes dans sa tête à elle et où vous en apprenez plus sur ce qu'elle pense. C'est-à-dire que c'est toujours perçu à travers son truc, et donc vous comprenez vraiment à quel point en fait elle c'est vraiment un réceptacle pour lui, et que ça pourra jamais bien finir, et que du coup tout sera toujours dramatique, et que vous prenez un peu, vous avez de l'empathie pour lui parce que voilà, c'est un homme, surtout à Foster pour un lecteur homme, c'est un homme, etc. Il vit des trucs un peu, une passion pour cette meuf là, et puis il est un peu critiqué par tout le monde, mais en même temps il est un peu stylé, il a un peu de l'esprit, c'est un professeur de lettres, etc. Enfin bref. Et pourtant, Alors, je savais que ça va mal se passer. Il y a juste un commentaire intéressant, juste parce que là, c'est vrai qu'il y en a. Qui était plus intéressant que ce que j'étais en train de dire. Non, mais parce que pour orienter un peu notre propos. Donc là, on parle du livre Lolita de Nabokov. Il y en a plusieurs on a vu sur Facebook aussi ou sur Twitter, qui ont juste vu le film. Les deux, en fait, sont assez différents. Alors, personnellement, je n'ai pas vu le film, mais Pierrot l'a vu la semaine dernière, c'est ça ? Hier. Donc, on va voir, mais rapidement, il me semble, d'après ce qu'on m'a raconté, que le film se centre beaucoup plus sur le moment de la folie. C'est-à-dire sur la deuxième partie du... Mon frère m'a dit, pour moi, Lolita, c'est juste un mec qui pète un câble. Est-ce que, pour toi, c'est ce que tu as vu dans le film de Kubrick ? Pas vraiment, au contraire, non. Je suis pas d'accord. Je pense que... Comment dire ça, c'est 1000 fois plus marqué dans le livre, étant donné qu'il y a tout un tas... Il y a des très longs passages où, en fait, comment dire, vous sentez non seulement que ça se craquelle, que l'amour qu'il a pour elle finit par se transformer dans des situations qui sont dramatiques, où il est du coup humilié, où il est en permanence en train d'essayer de la convaincre, voilà, il n'arrive plus, il a pris des habitudes de corps, quoi. Enfin bref. Mais il y a aussi que dans le livre, c'est beaucoup plus intense la façon dont la voiture le poursuit, et dont en fait, enfin, il a l'impression que c'est une voiture, mais vous ne savez pas trop qui c'est. Étant donné qu'en fait, c'est un type qui a été à l'asile psychiatrique avant, et qui, d'une certaine manière, a fini par tuer quelqu'un, vous savez bien que c'est quelqu'un qui est pas net. En plus, il cherche à cacher des choses, étant donné qu'il veut masquer un peu, il utilise des pseudonymes, il veut pas foutre tout le monde dans la merde. Et qu'en plus, il a parfois des bugs, il revient en arrière, enfin, comment dire, il flanque un peu son histoire par terre. Et ben, il y a des moments où la voiture, vous êtes même pas sûr qu'effectivement, il y a quelqu'un qui le poursuit. Après, il dit c'est une décapotable, mais en fait, elle est transformée en une autre voiture. Et puis après, il s'inquiète, c'est toutes les voitures du monde. Et d'une certaine manière, dans le livre, ça, c'est beaucoup plus prégnant, étant donné que ça se voit dans la narration. Alors que la narration du film a quelque chose d'un peu classique. C'est-à-dire qu'elle a le cadre omniscient du truc de dire vachement objectif. C'est-à-dire de dire voilà ce qui est en train de se passer. Et donc, le personnage est pas si fou d'ailleurs, et c'est ça qui est frappant, c'est que comme vous voyez Lolita à travers les yeux de Humbert Humbert dans le livre, et ben d'une certaine manière vous ne lui accordez pas crédit quand il dit que voilà, Lolita c'est quand même un peu une aguicheuse, quoi. Alors que dans le film, étant donné qu'il montre les choses, il montre effectivement qu'elle est en bikini, qu'elle le regarde avec des yeux un peu langoureux, qu'elle est effectivement en train de faire caméra, ce qu'il dit qu'il fait. Oui, mais est-ce que justement la caméra en fait c'est pas l'œil du mensonge du réalisateur Mais pas du tout, c'est-à-dire qu'il y a des films dans lesquels c'est effectivement avancé, mais là c'est à aucun moment suggéré. Oui, mais c'est un film, donc tout peut être... potentiellement, tout est faux aussi, tu vois. Oui, mais d'une certaine manière, évidemment que c'est faux. Ce que je veux dire, c'est que ça serait intéressant de voir ce qu'en dit aussi Kubrick. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas suggéré qu'il y a une subjectivité oui, c'est ça, pas du tout. Est-ce qu'on peut revenir juste sur l'ancrage un peu de cette façon d'écrire? Est-ce qu'elle est complètement nouvelle, etc. En littérature? En gros, la rupture romanesque très forte dans le monde anglo-saxon, on va dire,
on va l'avoir avec Joyce. Et c'est en fait, on retrouve complètement ça. Alors personnellement, je n'ai jamais lu de roman de Joyce. Je crois. Non, mais justement, parce qu'en fait, en gros, non, mais en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, en gros, le fait est qu'on est piégé dans la pensée de ce Humbert. Et c'est intéressant parce que ça fait vraiment penser à, alors, donc, que ce soit à Joyce, à Dostoïevski, au Carnet du sol. Je sais pas si vous l'avez lu. Je vous conseille, c'est un tout petit livre. Donc vraiment, ceux qui n'ont pas l'habitude de beaucoup lire, c'est un petit livre très bizarre. Et surtout, si vous avez aimé Lolita, on est vraiment dans ce même genre d'écriture où en fait, il y a cette voix qui sort d'on ne sait pas où, et on la retrouve par exemple, et en fait on la retrouve après tout au long du XXe siècle. En fait, ça a été une façon d'écrire et une façon de déconstruire le roman tel qu'il a été pensé au XIXe. Vous savez, les romans à la Zola ou à Balzac, où on a un narrateur omniscient qui nous montre comme ça ces personnages, etc., vus de haut, et qui nous propose d'entrer tout à coup dans leur pensée. Non, là en fait on est piégé dans des yeux, dans une pensée, dans une voix. On est piégé dans une voie. Et en fait, ce piège-là, il vient de tous ces romans de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Et en fait, ça va courir justement de Dostoïevski jusqu'à Nabokov, en passant par Camus, par exemple, La Chute, je ne sais pas si vous avez lu La Chute de Camus, où on a ce même délire-là, du personnage, en fait, on est piégé dans sa pensée, et par pas de chance, c'est un fou. C'est un peu aussi le Bruit et la Fureur de Faulkner, où c'est l'histoire racontée par un fou, inventé par un idiot. Et en fait, où on est vraiment dans la tête, pour le coup, dans le Bruit et la Fureur d'un malade mental, et donc qui est vraiment qui est plus ou moins débile léger, quoi. Et donc on est comme si on était dans la tête de Forrest Gump, quoi. Et donc et ce qui fait que c'est un roman qui est très dur à lire et en même temps qui est très fort parce que on a vraiment cette voix en fait. Qui est par moments, c'est le terme qui a été défini pour Joyce, un flux de conscience. En fait, on n'est même pas dans sa voix, mais même dans sa tête, quoi. Et en fait, on suit sa façon de penser. Et en fait, Nabokov se saisit de cette façon d'écrire pour pouvoir nous décrire un monstre. Et un monstre qui est particulier parce qu'en fait, il y a déjà une sorte de maladie, on va dire, au début du roman, qui est cette obsession pour les nymphètes, qu'il a complètement intellectualisé. Mais je pense que sa maladie, on peut en parler, mais sa maladie en fait elle vient de plus loin, c'est pas seulement son obsession pour les nymphètes, mais c'est même une obsession pour la fiction en général, qui va, en fait pour moi c'est une sorte de nouvelle Madame Bovary entre guillemets, et qui va en fait par la suite au fur et à mesure prendre de plus en plus de place, cette obsession pour la fiction, pour devenir une autre maladie, on va dire, qui va finalement le bouffer et qui va le mener vers la folie complète, quoi. Et c'est justement là que vient toute l'obsession qu'on va avoir au fur et à mesure du livre pour le fait de décoder des choses. En fait, Humbert, qui est lui-même un personnage faux, parce que tout de suite d'un coup il commence par nous présenter un nom fictionnel, il a une sorte d'obsession pour la fiction, et il ne parle qu'à travers des fictions, qu'à travers un système de référence, ce qui fait que c'est un livre parfait pour se toucher la nouille entre érudits. On est là, mais oui, mais c'est parfait, ça m'appelle Faulkner, et tiens, ce passage-là, justement, c'est Joyce, machin et tout. Et tout est pas du tout ce qu'on fait. Non, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Nabokov n'écrit pas du tout habituellement comme parle Humbert. Je vous invite franchement à regarder la fin. En fait, la postface, en fait, le bouquin en entier, si on peut dire, il est à la fois composé de l'avant-propos. Non, c'est l'avant-propos qui est de John Ray. De l'avant-propos et de la postface. Et il ne faut pas le séparer de son avant-propos et de sa postface. Parce qu'une des grandes questions qui vient dans Lolita, c'est mais est-ce qu'en fait Nabokov il n'était pas lui-même un peu pédophile, parce que quand on écrit ça on doit être un peu timbré dans sa tête. Et l'autre question, est-ce que Nabokov en fait finalement c'est pas le plus grand démoralisateur, puisqu'en fait est-ce qu'au fond en nous montrant la folie, eh bien il ne montre pas en fait que Humbert c'est bien fait pour sa sale gueule. Oui, c'est ça, que dès le début il y avait le germe de sa folie et de son drame. Voilà, et en fait ces deux lectures là, lui il les récuse complètement dans l'avant-propos et dans la postface. Dans l'avant-propos il se fout de la gueule de ceux qui voient une lecture à clé. Donc vous savez, lecture à clé, c'est le fait de dire mais en fait Humbert c'est Nabokov, et Lolita ce serait une jeune une jeune fille qui s'appellerait comme ça, qu'il aurait connue dans sa jeunesse, etc. Et en fait il se fout complètement de leur gueule avec donc un faux avant-propos écrit par un psychiatre. Et il écrit n'importe quoi, et notamment alors ce qui est intéressant, c'est que il nous donne la fin du livre par exemple il nous dit que Lolita elle meurt à la fin, elle est morte. Mrs. Richard F. Schiller, qui en fait est Lolita, elle est morte en couche, etc. Mais en fait il
il y a plein de... En fait, il pousse tellement loin l'idée du roman à clé, on va dire, qu'en fait, ça en devient complètement absurde, quoi. Et notamment, à un moment, il dit que une certaine Viviane Darkbloom a écrit une autobiographie qui va paraître bientôt, etc. Et Viviane Darkbloom, donc c'est l'anagramme de Vladimir Nabokov. Et donc lui-même, il se met en scène dans ce truc-là, écrit par un faux psychiatre. Mais d'ailleurs, son autobiographie qui s'appelle My Q, donc Q, l'initiale de Quilty, donc le principal antagoniste, et aussi My Q, donc avec le double sens de c'est mon entrée, quoi. Donc en fait, si jamais on est attentif, effectivement, dès l'avant-propos, eh ben, il nous donne un peu, il sème des indices et des trucs qui permettent de déchiffrer, mais en même temps, comme on le voit à la fin, avec le moment où il fouille tous les registres des hôtels, des motels dans lesquels ils sont passés, et qu'il trouve tous les noms qui sont en fait un peu des signes vers des blagues que lui fait justement Quilty. Des blagues d'érudits, quoi. Oui, c'est ça, des blagues d'érudits où il fait des références au nom de Molière, au nom de un tel, etc. Et ben en fait, il voit bien aussi qu'il y en a qui n'ont absolument aucun sens, et qu'en fait, en allant chercher toujours trop loin dans ce jeu, et ben effectivement, on prend trop le texte en tant que tel pour parole d'évangile, quoi. En gros, ouais, c'est ça. En fait, l'idée aussi, c'est que Lolita, c'est un piège pour érudits, c'est un piège pour gens qui s'y connaissent en littérature, pour pouvoir vraiment aussi un peu se foutre de leur gueule en leur montrant finalement un gars qui est passionné de littérature et qui est un fou de connaissances et de références, et qui en fait va se perdre dans cette référence. Et tout ça pour dire que je voulais dire que c'est intéressant parce que le roman est pas du tout écrit dans le style habituel, on va dire, de Nabokov. Et pour s'en rendre compte, il faut soit voir l'interview je pose juste le lien. L'interview que fait Nabokov qu'il y a dans Apostrophe, qui est hyper intéressante, où on le voit en fait parler. Alors en plus c'est intéressant parce qu'il répond aux questions mais par écrit. Enfin il lit un écrit, donc résultat on voit quel est son style, on va dire, habituel. Et on le voit aussi dans la postface en fait. Et on se rend compte qu'il écrit pas du tout comme pense Humbert Humbert. C'est-à-dire que Humbert Humbert pense vraiment de façon complètement obsessionnelle en termes d'érudition, mais en fait c'est pas du tout la façon de faire de Nabokov, ce qui nous pousse en fait nous-mêmes vers la voie de dire attention, cette érudition elle est un peu bizarre, suspecte, en tout cas elle est interne au personnage, ça c'est sûr. Et Nabokov d'ailleurs dit à la fin, mais les gens m'ont cassé les couilles à savoir quel était le message, etc. Les professeurs de français qui demandent toujours quel est le message de l'œuvre. Moi, mon œuvre, elle n'a pas un message, elle a une nécessité. Je devais l'écrire. Les professeurs de lettres sont enclins à concocter des problèmes tels que les suivants. Quel est le but recherché par l'auteur? Ou pire encore, qu'est-ce que le type essaye de dire? Or, il se trouve que je suis de ces auteurs qui, en commençant par travailler sur un livre, n'ont d'autre but que de se débarrasser de ce livre précisément. Donc l'idée c'est que le narrateur non fiable, oui c'est ça, le narrateur est pas du tout reliable. Oui. Le narrateur est pas du tout fiable, et ce qui est intéressant c'est que en fait la question c'est pas vraiment celle de la fiabilité, c'est qu'en fait le monde en dehors de la voix du narrateur n'existe pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement il y a une des erreurs qui est une erreur de, on va dire l'erreur de Madame Bovary par exemple, c'est de penser que en dehors de la voix des personnages il existerait un monde, voilà, dans le monde de la fiction. Alors voilà, bien par exemple Lolita, elle, qu'est-ce qu'elle pense en vrai Lolita? Mais Lolita elle pense rien, elle n'existe pas, c'est une création de Vladimir Nabokov. Qui est une création, c'est une création du narrateur, qui est une création de Vladimir Nabokov. Et donc ce qui est intéressant, c'est que en fait, il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas de réalité de ce que Lolita pense, ce que Lolita pense pas, parce que Lolita elle n'existe pas, c'est juste un fantasme, c'est un être de papier. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas un être de papier, c'est-à-dire que c'est un fantasme du personnage, du narrateur lui-même, quoi. Donc oui, puisqu'il en est totalement, il nous donne pas du tout de porte d'entrée dans Lolita. Le fait est d'ailleurs que dans tout le truc, il cherche jamais à parler à qui que ce soit d'autre. C'est vraiment effectivement le personnage d'Humbert Humbert, quelqu'un qui est extrêmement replié sur lui-même, et il tisse de liens avec absolument personne. Non seulement parce que il est très craintif que qu'on découvre son obsession à lui, mais aussi d'une certaine manière, mais pas seulement ça, c'est des contacts que déjà dès avant il fuyait parce qu'il a toujours été extrêmement violent, extrêmement renfermé. C'est ça qui donne un goût un peu bizarre. Mais donc tout ça pour dire que ce que dit Redek peut vachement être mis en lien avec
la problématique du procès, en fait, du procès qui a été fait à Lolita. C'est-à-dire qu'on a effectivement dit c'est un livre qui parle de la pédophilie et c'est un truc dégueulasse et visiblement il se complaît un peu et c'est vrai qu'il y a des passages qui sont, même si d'une certaine manière ils sont dits de façon jamais explicite, en fait toujours avec des mots un peu savants, etc. Voilà, il y a quand même des moments où tu te dis putain c'est chaud quoi, enfin bref. Oui, mais tu vois, je trouve que justement en termes de mais je t'en ai parlé justement, le fait que c'est intéressant parce que c'est tellement un monstre qu'il est de l'ordre de l'irreprésentable. C'est-à-dire que Lolita par exemple, mais même déjà lui, on sait pas quoi, si lui il dit qu'il est plutôt jeune, plutôt beau, etc. Mais on sait pas exactement à quoi il ressemble. Lolita, elle, genre, j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre, mais que sa couleur de cheveux, il en parle de façon genre à un moment elle est blonde, à un moment elle est plus ou moins rousse. Elle est toujours cuivrée. Ouais, mais là-dessus. Cuivré, c'est un peu roux, mais brillant quoi. Mais et comment dire, et qui est un truc intéressant, je trouve, du côté que c'est en termes de représentation, tu vois, c'est tellement monstrueux le fait de s'imaginer qu'elle a 12 ans et que lui est un adulte. Et le fait qu'ils aient des relations sexuelles genre tout le temps, tu vois, et ben en fait que c'est tellement, et que personnellement en tout cas, genre je me les représentais pas du tout, tu vois, je me les représentais comme finalement a fait Kubrick, parce que c'est de l'ordre de l'irreprésentable sinon. Non, mais genre le fait qu'elle ait 15 ans, c'est ce que je veux dire. Je me la représentais, tu vois, comme ayant 15-16 ans, ou même, tu vois, dans Kubrick, en fait, on dirait plutôt qu'elle a 19 ans, clairement. Enfin, mais je veux dire, c'est que je me la représentais plus comme, va dire, une vieille ado, quoi, que comme une enfant, parce que c'est tellement de l'ordre de l'irreprésentable. Je trouve ça intéressant le fait qu'on soit dans sa pensée à lui, mais qu'en fait, finalement, il a beau parler tout le temps, en fait, on n'accède finalement pas à sa réelle pensée, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Mais le fait est que, d'une certaine manière aussi, c'est lié au fait que c'est pas ça qu'il veut raconter. C'est-à-dire que il disait justement qu'il a été un peu pris de court parce que comme il n'arrivait pas à le publier aux États-Unis, du coup il a publié dans une maison française, mais qu'en fait c'était une maison française qui, dont les 90% de la publication était de la pornographie. Donc, ou en tout cas ce qu'on qualifiait à l'époque de pornographie. Et donc d'une certaine manière, comme il était avant tout content de pouvoir le publier, il n'a pas été si regardant que ça, semble-t-il. Et donc il a été un peu desservi par cette contiguïté là. Le problème c'est que justement, et c'est là où on se dit mais c'est quand même pas croyable que tant de censeurs aient reproché ça, c'est que d'une certaine manière, si tu cherches à si tu lis ça pour être un peu excité ou je sais pas quoi, de dire ah c'est cool et tout, c'est un peu chaud, en fait mais comment dire, tu passes complètement à côté du truc. C'est-à-dire que il le dit même assez clairement, c'est-à-dire que jusqu'au moment de leur première fois, qui est grosso modo je sais pas à un quart un tiers du livre, après clairement il dit c'est uniquement des formes de la, comment dire, un peu la déconstruction progressive. Oui, il dit si j'avais voulu écrire un bouquin pornographique, je l'aurais fait, quoi. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, ceux qui veulent le lire à des fins pornographiques vont être super déçus et vont ne pas l'acheter, quoi. Oui, et donc en fait, si jamais tu dis lire ce livre et dire c'est un livre érotique, c'est complètement passer à côté du fait que c'est beaucoup plus un truc sur, comment dire, parmi mille choses, sur le fait de dire voilà, c'est une relation où comment dire, le personnage principal tient pour une chose en fait l'autre. C'est pour ça que d'une certaine manière aussi on est un peu gêné pour lui, c'est que finalement il la trouve hyper belle ou je sais pas quoi, mais il se rend bien compte que malgré tout le reste du temps c'est comme une adolescente et que du coup comme les adolescentes elle est un peu relou quoi, exactement comme dans cette scène horrible dans Les Infidèles, je sais pas si tu l'as vu, le film avec tous les... Bien sûr. Tu l'as vu avec, c'est plein de sketchs, tu sais, avec sur l'infidélité, et t'as un moment où t'as un sketch avec un... je sais pas comment il s'appelle. Bref, un des acteurs qui sort avec avec Gilles Lelouch, qui sort avec une fille qui a 17 ans. Jeune. Ah, oui. Et c'est hyper gênant parce qu'il arrive et en fait on se rend compte que c'est une ado, donc résultat, ses potes sont des ados, etc. Ouais. Mais je trouve que c'est encore plus intéressant, c'est le fait qu'à la fin, il dit mais en fait je la connais pas du tout. Oui. C'est au-delà du fait que seulement c'est une ado et qu'elle parle comme les deux, mais en fait je ne la connais pas du tout et alors est-ce qu'il la traite comme un objet? Oui, et en même temps tout à la fin il y a un moment où on a un doute, je trouve, le moment où il va la supplier, où il fait ce geste trop bizarre de lui donner plein d'argent et de partir t'es sûr que tu veux pas partir avec moi sur mon cheval blanc, oui, mais c'est que je viendrai jusqu'à la fin des jours? Et elle fait genre bah non, et il fait il part trop triste. Oui, mais c'est parce que d'une certaine manière c'est un truc dont il prend conscience vachement au fur et à mesure, mais c'est clairement un pur réceptacle étant donné que comment dire,
il passe complètement de l'idée de je ne veux absolument pas habiter chez Mrs. Hayes qui a l'air d'être une folle et complètement relou à ok j'accepte juste parce que sa meuf sa fille est trop bonne. Donc d'une certaine manière il y a ce fait là avant tout, et le fait qu'effectivement il cherche jamais vraiment à s'intéresser, et quand elle parle non seulement ça ne l'intéresse pas tant que ça, mais en plus il la comprend pas vraiment, et c'est normal, elle a sa logique d'adolescente. Mais il y a malgré tout effectivement une forme de comment dire de prise de conscience progressive au fur et à mesure du roman, et ce qui rend du coup la fin extrêmement touchante, sur le fait de dire que c'est vraiment quelqu'un qui comment dire prend conscience au fur et à mesure de la mesure dans laquelle il a détruit Lolita en tant que personne. D'abord, il y a le fait qu'il s'en était construit un propre personnage, c'est-à-dire qu'ils disent clairement que Lolita c'est un nom que lui-même seul donne. D'ailleurs après il l'appelle Carmencita. Il appelle Carmen, oui, Carmenta, Carmencita, etc. Oui. C'est qu'en plus, il lui ôte, mais il fait ça pour tout, on se voit après, c'est qu'il fait ça pour tout ce qu'il y a autour de lui, il ôte la réalité des choses pour leur substituer une fiction qu'il va pouvoir contrôler, etc. Oui, c'est ça. Mais voilà, du coup, il y a non seulement le fait qu'il utilisait un faux nom, mais qu'en plus, d'une certaine manière, on pourrait dire, s'il avait prêté attention au vrai prénom qu'elle a, c'est-à-dire Dolores, donc la douleur en espagnol, et ben d'une certaine manière, on voyait déjà un peu la contradiction interne, quoi. Le fait qu'effectivement, ça allait être nécessairement une fuite en avant. Et d'une certaine manière, il en est jamais satisfait, c'est-à-dire que il part sur les routes, et puis en fait, il se rend compte qu'il n'arrive pas à maintenir son attention, donc il dit, bon, allez, on va se remettre bien, et on va habiter dans une ville, et tu vas reprendre une éducation, mais en fait, il devient de plus en plus, affamé, alors qu'elle-même, elle devient de plus en plus, non seulement elle grandit, ce qui est quand même effectivement le premier truc, c'est que le temps passant pour lui c'est pas l'horizon de la mort qui ruinera son amour, c'est l'horizon purement de 2 à 3 ans, quoi, le fait qu'elle devienne effectivement adolescente. Mais il y a aussi le fait que ce truc-là ne fonctionnant pas, et ben en fait ils repartent à nouveau, mais enfin nécessairement c'est complètement fichu. Donc d'une certaine manière, il y a tout un tas de choses qui se passent et qui font signe vers cet échec fondamental. Et le fait que c'est quelqu'un qui effectivement n'arrive à rien. Il y a pas mal de moments où il se dit effectivement tiens j'aurais voulu faire ça mais j'ai pas osé. La première fois qu'il se dit qu'il va tuer Mrs. Hayes, il se dit mais là je tenais le pistolet mais en fait j'ai pas réussi. C'est-à-dire que la seule chose qu'il arrive à faire c'est de ken un peu par la force une enfant. Et du coup, jusqu'à la fin de la scène du face-à-face avec Multi, c'est-à-dire que c'est encore un face-à-face qui ne marche pas. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est pour ça que dans le film là c'est la première scène d'ailleurs et ça marche hyper bien, c'est à dire que c'est Peter Sellers là, donc l'acteur favori de Kubrick qui le joue mais c'en est incroyable. Enfin bref, c'est un face à face où lui-même il veut tuer l'autre, il veut que l'autre se rende compte de la solennité de ce qui est en train de se passer et qu'il dise ok pardon je suis désolé ou je sais pas quoi, mais l'autre s'en bat les steaks, il le reconnaît même pas, il s'en fout, enfin bref, et donc il lui ôte jusqu'à la fin ce moment de potentielle éventuelle résolution, enfin bref. Et donc ça marche jamais. Et voilà, il y a en permanence des trucs un peu syncopés qui viennent montrer qu'en fait il y a de l'élan vital qui marche pas. Par exemple, un truc que je trouve très frappant dans la narration, c'est le fait de dire que à chaque fois qu'il y a des trucs qui se passent où il a un peu fait monter la tension, et ben hop, en fait il glisse la révélation à un moment qui est pas du tout le climax, quoi. C'est-à-dire que d'abord dès le début il raconte l'histoire, mais en fait il dit ils sont morts tous les deux, donc en fait il t'a déjà donné la fin. Mais par exemple au moment où il y a la première fois quoi dans le motel là, The Enchanted Hunters, et ben en fait donc il a voulu vachement pendant la nuit lui filer des somnifères, mais encore pas de bol, en fait les somnifères c'était des somnifères pour l'endormir mais pas pour la laisser endormie. Oui c'est ça, mais c'est des somnifères qui étaient moins efficaces que bref le médecin l'avait un peu charlatanisé. Donc il essaie de l'approcher en permanence pour la nuit, mais elle se réveille tout le temps. Donc voilà, ce gros nul il était hyper tendu vers ce moment là et en fait ça marche pas. Et en fait c'est elle au matin qui se réveille et puis là elle lui dit tiens on peut s'amuser, je te montrerai ce que Charlie il faisait avec moi et tout ça, enfin bref. Et donc il y a un peu la tension qui monte, lui il joue un peu l'ignorant ou je sais pas quoi, et après il essaie de lui mettre un peu son nez près du sien. Et là, hop, il glisse dans la parenthèse, mais pendant la montée du truc, il dit « Oui, car j'allais l'apprendre plus tard, mais Lolita, hormis les baisers et l'acte d'amour lui-même, trouvait tout dégueulasse. » Et donc, hop, il glisse le fait que, ça y est, ils vont se mettre à ken et que ce sera le cas, quoi. Et donc, en fait, il n'a pas du tout attendu la montée, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout fait advenir le truc comme il fallait, mais en fait il te le glisse. C'est un mauvais narrateur. Non, pas du tout, c'est pas un mauvais narrateur, c'est quelqu'un qui cherche en permanence par sa narration à faire signe vers un comment dire, un truc que lui-même le personnage oui, je parle le narrateur c'est un père.
Oui, mais il y a deux personnages différents entre le narrateur et le personnage. Ça tient bien au fait qu'il a un prénom double et que souvent il dit pas je, il dit Humbert. Oui, bien sûr, mais donc tu veux dire le narrateur, on va dire Humbert plus vieux, finalement Humbert post-expérience. Oui. Un retour sur son. Toujours un truc de dire ça ne s'est jamais passé comme il l'espérait, c'est-à-dire que il y a toujours eu l'herbe coupée sous le pied et a fortiori donc en plus c'est pas un livre érotique étant donné que dans un livre érotique vous faites monter la tension jusqu'en haut. Donc il y a toutes ces choses là que je trouve assez frappantes et qui vont vachement dans ce sens de dire ce type n'arrive à rien quoi, il est. Et pour moi justement pour rebondir là-dessus. Son échec. Alors c'est intéressant aussi parce qu'il y a toute une notion de psychanalyse et quand on lit le livre on a envie de le psychanalyser, de dire mais oui mais c'est un vrai psychopathe, etc. Et d'ailleurs Nabokov donne souvent des pistes on va dire pour des petits trucs pour donner envie de psychanalyser. Et après dans sa postface il dit tout le mépris qu'il a pour les travaux de Freud notamment. Et justement, c'est peut-être aussi chez Nabokov une critique, parce que fait le psychologue finalement si ce n'est chercher des signes dans ce qui n'a apparemment pas de signe, c'est-à-dire par exemple le lapsus. J'ai dit couille au lieu de coude, ça veut dire qu'en fait j'ai des problèmes avec ça, etc. Et donc ce qui n'est pas vrai. Et donc l'idée c'est que ce qui n'a pas de sens habituellement va en avoir. Et donc en fait pour Nabokov apparemment l'obsession du signe est un peu la maladie du personnage et ça se voit dans plein de choses. Le fait que par exemple le destin il l'incarne dans un personnage qu'il appelle MacFate ou MacFatum on a une sorte de Big Mac mais pour latiniste. Il appelle sa voiture Melmoth donc qui est le nom d'un personnage d'un roman gothique. Lolita donc qui n'est même pas le vrai nom de et c'est marrant parce qu'il fantasme sur le prénom de Dolores mais en fait il fantasme sur un prénom qu'il a changé. C'est-à-dire qu'en fait il dit pas, le livre commence pas sur Dolores dol ton nom résonne comme des claquements de langue, etc. Les trois consonnes. Non mais en fait ce qui est intéressant et même Humbert maîtrise la psychanalyse. Oui. Mais ce qui est intéressant c'est que il fantasme que sur le nom qu'il a créé en fait. Humbert c'est un peu l'artiste pas l'artiste justement plutôt l'amateur d'art, l'esthète, le dandy qui en fait ne sait pas bien lire l'art parce qu'en fait il lit le monde comme de l'art et donc à partir de là eh bien c'est normal que le personnage de MacFate arrive parce qu'à partir du moment où tout est une œuvre d'art eh bien toute vie est un destin puisque dans chaque vie on peut lire finalement ce qui va advenir, ce qui est advenu. Si tout est lisible, si tout est interprétable, et bien à partir de ce moment-là, toute vie devient destin, et donc MacFate peut exister. Donc le destin existe vraiment quoi. Donc il va avoir ce truc-là de fantasmer non pas sur Dolores, mais sur son double imaginaire Lolita. Donc il va commencer à fantasmer sur son nom, c'est la première page du livre. Charlotte va devenir Lot, et donc Lot, je sais pas si vous savez, mais c'est l'amoureuse de Werther dans Les Souffrances du jeune Werther. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il attend tout le livre avant de nous livrer, parce qu'en fait c'est quand même le grand Humbert, il a beau se plaindre tout le temps, dire je suis un monstre, etc. Il se montre quand même comme le grand innocent de l'affaire à chaque fois quoi. C'est vraiment non mais en fait elle m'a désiré, puis après oh là là mais j'étais tellement sale, je me sentais tellement sale, etc. Quand il le dit on dirait un peu une sorte de repenti devant le juge, je vous jure monsieur le juge je recommencerai pas, etc. Si j'avais pu, un moment il dit ce moment là je me suis dit que j'allais lui donner une bonne éducation mais ma pulsion a repris le dessus, etc. Oui, mais pourquoi tu le dis sur ce ton Parce que quand il le dit, enfin moi c'est vraiment un son que j'ai eu et en l'occurrence c'était un truc que j'ai revu. Ce qui est aussi si vous avez aimé le livre et que vous voulez peut-être aussi un peu avoir plus que juste notre simple petite glose un peu rapide, il y a une conférence alors il faut parler un peu anglais, mais vraiment franchement c'est hyper compréhensible. Il y a une conférence d'une prof de Yale qui est sur YouTube, donc vous tapez Lolita Nabokov et ça doit être la 4e vidéo qui tourne, un truc comme ça. Et c'est une conférence d'une prof et elle dit aussi, elle partage un peu cette lecture là, le fait de dire que son repenti est pas du tout sincère quoi. Mais bon, il n'y a pas lieu de c'est pas forcément certain. Il y a pas lieu d'en être certain, mais je trouve que le moment où il en parle en tout cas c'est pas du tout
Mais ce serait hyper bizarre de remettre en question ce que, comment dire, par procès d'intention, la sincérité du truc, parce que moi je le vis effectivement comme un truc où je me dis, mais oui, mais en fait je me sens vraiment comme ça, c'est-à-dire que une des premières situations que j'ai en tête dans lequel ce truc se passe, c'est que il vient de blesser Lolita, c'est-à-dire non seulement moralement, mais en plus il a l'habitude de prendre à la main, il est très violent, il tape les gens et tout ça, enfin bref, l'habitude de la prendre à la main, et donc elle s'est mise à pleurer et tout ça, et il est vraiment désolé pour elle, et donc à la fois il veut la consoler et être bon avec elle, et en même temps immédiatement il ressent un peu le désir à nouveau qui est comme une lame, comme une pointe, et qui le relance. Et si effectivement il est fou, c'est un pervers et qu'il a dû aller à l'hôpital à quelques reprises, et il y a bien l'idée qu'effectivement il est en permanence spectateur de choses qui se passent aussi en lui-même, quoi. C'est-à-dire d'une pulsion qui vient un peu prendre le dessus de certains élans d'humanité. Ouais, mais en fait, comme le dit Apolisa justement, c'est aussi le fait que c'est une d'ailleurs, guilty, ça fait un peu guilty, j'ai jamais remarqué. D'ailleurs, c'est aussi une confession. D'ailleurs, c'est intéressant que Guilty ça fasse Guilty parce que c'est complètement son double à lui, etc. Et on peut aussi un peu en parler. La fin est énorme, je trouve. Il y a beaucoup de monde qui m'a dit, ah ouais, la fin, tu verras, elle est trop bien et tout. La confrontation avec le double, on dirait qu'il est face à son miroir et qu'il est dans une sorte de comédie parce qu'il tue Guilty, mais et d'ailleurs, là, à nouveau, il y a tout un truc avec Kulti et se dit tout le temps, ah mais non, mais je suis impuissant aussi, quand il parle de sa sexualité, et lui, il tue Kulti, il le tue, Kilty. Et en fait, quand il le tue, il descend, et personne ne veut croire qu'il l'a tué. Enfin, on dit, ah oui, vous l'avez tué, très bien, il fallait le tuer. Et puis là, on voit vraiment Kilty qui arrive, et c'est que, déjà, il est pas mort. Donc en plus il y a le truc complètement là, de l'impuissance aussi de planter quelqu'un avec un couteau et finalement le mec non il le plante pas, il lui tire dessus, il arrête pas de lui tirer dessus, d'ailleurs le mec arrête pas de se prendre des balles et finalement de pas mourir quoi, de pas crever, et quand il dit je l'ai tué, tout le monde fait ah très bien, vous l'avez tué, c'est une bonne idée, et là Kulti arrive et il fait il m'a tué, ah oui il vous a tué, bravo, félicitations et tout. Ouais c'est ça, et les gens s'en foutent, et lui aussi d'ailleurs qui est un alcoolique, un type qui glande chez lui, qui a rien, qui a un pseudo-auteur, et donc c'est vrai que j'aimerais bien voir le film pour voir comment ils l'ont, ça doit être assez terrifiant mais bref. Mais attends, pour répondre à ce truc Apolisa là, en même temps vous n'avez pas dit que c'est écrit comme une confession à un jury, donc comme but de convaincre son innocence, ou comme la chute d'ailleurs de Camus. Alors certes, et en fait d'une certaine manière c'est un autre truc qui évolue en fait au fur et à mesure du roman, c'est-à-dire que au début c'est effectivement pris comme un truc qui interpelle le jury, qui dit clairement j'ai écrit ça pour sauver ma tête quoi, c'est-à-dire pour me défendre, c'est mon avocat ou je sais plus quoi exactement, quelqu'un qui lui a suggéré de faire ça, et c'est vrai qu'au début c'est le cas. D'ailleurs par exemple il fait souvent appel un petit peu à d'autres cultures en disant mais il y a bien des endroits où ma relation avec Lolita ne passe pas du tout pour un truc absurde, en Indonésie je sais pas quoi, même dans certains états des États-Unis on dit à partir de 15 ans c'est bon, je sais pas quoi. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a tout un tas de moments où effectivement ça donne un peu une forme de confrontation entre cette forme de culture un peu tribale, antique, des rapports avec tout à fait possibles et admis entre un ancien et une jeune, et tout ça se passant au contraire dans une Amérique qui est en complète mutation, non seulement parce que c'est l'après-guerre, mais aussi parce que c'est le moment où il y a tous les motels un peu crasseux, il y a la publicité partout, il y a les gens qui prennent les sodas, il y a les nouvelles méthodes éducatives, du fait que les... C'est quoi là, juste, t'as glissé les sodas en plein milieu, j'ai pas... Bah si, c'est... Il y a la prostitution, la drogue, les sodas, les méthodes éducatives. Si, parce que le soda, c'est tu bois plus de l'eau, tu bois un truc qui est manufacturé à des milliards d'exemplaires dans une société de consommation. Oui, tu veux dire c'est l'explosion à la société de consommation, enfin une nouvelle société en tout cas. Oui, l'idée c'est de dire que d'une certaine manière, attends, faut pas que je perde mon idée parce que oui, les sodas ça se justifie. C'est la merde, vas-y continue. C'est que attends. Les sodas, oui, les nouvelles méthodes éducatives, notamment c'est la psychologue en chef de Beardsley, Beardsley High School où il a mise Lolita, qui lui dit enfin quand même, est-ce que vous n'êtes pas trop sévère avec votre enfant, faut quand même la laisser un peu, nous on est là pour qu'il puisse un peu ken avec les jeunes de leur âge, etc. Enfin bref, on sent que le truc est un peu ce qui est invraisemblable pour un truc qui serait passé dans les années 30 ou même avant, assez naturellement. De même au camp Q là justement, où c'est censé être une colonie de vacances juste pour les filles, en fait c'est là que
qu'elle a fait ses premières expériences, etc. Donc il y a effectivement le truc de dire je suis moi-même de la culture hyper ancienne et séculaire, etc. Et je suis un peu paumé dans une Amérique qui est complètement en transformation et où justement c'est les gens qui sont déjà un peu débauchés eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas lui qui débauche Lolita, en fait elle avait déjà Ken pendant hyper longtemps. J'adore dire Ken, je sais pas si c'est bien sûr, c'est bizarre comme un mot. Et donc voilà. Et donc ça, c'est clair que c'est le début. C'est-à-dire que, et au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il prend à témoin le jury pour dire vous voyez, c'est pas moi qui suis si bizarre. Et en même temps, à la fin, et c'est justement ce qui mène à sa nouvelle décision, c'est-à-dire la décision de dire je l'avais certes écrit pour me défendre auprès du jury, mais désormais, je demande à ce que ça ne soit pas publié avant la mort de Lolita. C'est-à-dire que je me rends compte que c'est une histoire dans laquelle je l'ai tellement détruite, cette personne-là, que je ne cherche pas à raviver un peu le couteau dans la plaie. Non, pas du tout, c'est à la fin. C'est tout à la fin. Oui, c'est à la fin qu'il dit ça. Et du coup, et c'est pour ça que la fin a un côté hyper touchant. Et d'ailleurs, dans mon édition, ils ont mis le dernier paragraphe au dos. Quand tu le lis, tu dis ouais, bon, d'accord, ok, pourquoi pas. Mais putain, après ce truc-là, je te jure que ça te marque, ça te fait quelque chose quand tu le lis, parce que ça a vraiment été l'explosion de. Moi, je trouvais ça tellement. Qui retrouve une telle humanité. Enfin, comment dire, c'est pas de dire qu'il faut le pardonner ou je sais pas quoi, ou l'absurde, mais c'est simplement de dire que c'est quelqu'un qui a tellement été mais tellement désolé à force de l'écrire, il a tout revu, etc., tout repris en compte, et donc en fait il dit mais je peux pas, je préfère rester en prison toute ma vie plutôt que cette histoire soit il n'existe pas, donc il n'y a pas de prison, donc je veux dire que non mais enfin c'est quand même une histoire qui se déroule, on peut pas choisir de mais franchement je serais pas du tout à cette lecture, dans le sens où même au sein de l'histoire lui-même il est décrit et il se décrit lui-même comme un psychopathe, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a aucune empathie. Donc de toute façon, pour moi, ça ne peut être qu'un rachat si, en tout cas, tu es dans la cohérence de l'histoire. Tout ce qui va, chaque moment où il va faire preuve d'empathie, ça va être soit des moments où il fait preuve pour des raisons personnelles, par exemple tout à la fin quand il dit par pitié viens avec moi mon amour, etc., je sais pas quoi, et ben en fait c'est juste parce qu'il sent encore le désir en lui, il dit qu'il n'en a jamais eu assez, soit tout à la fin on peut trouver 15 000 raisons qui viendraient expliquer ça, mais il lui-même consent à dire bien sûr je suis un psychopathe et j'ai une absence d'empathie totale, quoi. Oui, mais en fait au fur et à mesure il change d'avis, et je dis qu'il change d'avis par ce procédé d'écriture là, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que si on le relit, ça paraît assez clair, c'est-à-dire que donc il dit pour des raisons qui peuvent paraître plus évidentes qu'elles ne le sont vraiment, je suis opposé à la peine capitale, j'espère que le juge qui prononcera la sentence partagera cette opinion. Eussé-je comparu devant moi-même, j'aurais condamné Humbert à au moins 35 ans pour viol et rejeté tous les autres chefs d'accusation. Même s'il doit en être ainsi, Dolly Schiller, donc son nom de nouvelle épouse, me survivra sans doute de longues années. J'entends donner à la décision que je formule ci-après tout le poids légal et la force exécutoire d'un testament dûment signé, je souhaite que ce mémoire ne soit publié qu'après la mort de Lolita. Ainsi donc, aucun de nous deux n'est en vie au moment où le lecteur écrit ce livre. Mais tant que le sang continue de battre dans cette main qui tient la plume, tu appartiens autant qu'à moi à la bienheureuse matière, et je ne puis encore t'interpeller d'ici jusqu'en Alaska. 2 secondes. Sois fidèle à ton Dick. Ne laisse aucun autre type te toucher. N'adresse pas, c'est-à-dire que c'est évident, vu qu'il vient de dire ne soit pas publié avant sa mort, quand il dit sois fidèle à ton Dick, il ne s'adresse pas à elle dans un truc où il lui dit tiens voilà. Il dit justement c'est une parole qui ne peut pas ne pas dire et dont il espère qu'elle se transmette malgré tout. Ne laisse aucun autre type te toucher, n'adresse pas la parole aux inconnus. J'espère que tu aimeras ton bébé, j'espère que ce sera un garçon, j'espère que ton mari d'opérette te traitera toujours bien, parce que autrement mon spectre viendra s'en prendre à lui comme une fumée noire, comme un colosse dément, pour le déchiqueter jusqu'au moindre nerf. Et ne prends pas CQ, Claire Quilty, en pitié. Il fallait choisir entre lui et Humbert, et il était indispensable que Humbert survive au moins quelques mois de plus pour te faire vivre à jamais dans l'esprit des générations futures. Je pense aux aurochs et aux anges, au secret des pigments immuables, aux sonnets prophétiques, au refuge de l'art. Telle est la seule immortalité que toi et moi puissions partager, ma Lolita. Point final. Quand tu lis ça, tu ne peux pas ne pas penser que le fait d'avoir écrit ce livre a transformé le narrateur. Mrs. Richard F. Schiller est morte en couche le jour de Noël 1952 à Greystar, un village perdu aux confins du Nord-Ouest, donc ridicule, en mettant au monde une fille, pas de chance, il voulait un fils, mort-né. Mais non, mais tu lis le début, je te lis la fin, c'est bien évident que c'est pas la même chose. Non, mais c'est pas le début, c'est l'avant-propos. C'est le fait de dire qu'en fait, tout l'avant-propos vient complètement annuler le fait qu'en fait, à la fin, son espèce de délire mais romantique, ça l'annule pas, en disant, oui, mais en fait, t'as complètement oublié parce que tu sais pas qui est Mrs. Schiller au début.
Oui, mais justement, là, c'est le truc que chronologiquement, et dans donc le livre, il y a en premier. Ironie la plus totale. La seule envolée lyrique qu'on aura à la fin du pauvre pédophile est en fait complètement annulée par le début. Et tu seras fidèle à ton Dick et dans le nord-ouest, tout en haut, dans en Attends, Alaska, le prends pas etc. sur ce ton parce que moi, ça m'a touché. Donc, non, bien sûr, mais je veux dire, c'est que le fait est que tu seras fidèle à lui dans le reste de l'Alaska et tu vivras et tu auras un fils. Ça commence par elle est morte, donc pendant qu'il écrit, au moment où il écrit ça, il me semble qu'elle est déjà morte, c'est-à-dire que le truc se termine à quelle date? Mais non, je sais pas à quelle date ça se termine, mais il me semble qu'en fait, lui, là, en 56, non, c'est l'article. Quand il écrit ça, il me semble qu'elle est déjà morte et qu'en fait, lui, juste ne le sait pas. Et que, mais si, parce qu'elle était enceinte. Elle était enceinte quand il est parti. Donc, entre-temps, elle a accouché. Donc, ça, il l'a écrit. Il l'écrit quand il l'écrit. C'est vrai, et c'est juste. Donc, elle est déjà morte. Donc, en fait, lui, il est déjà en train d'écrire hey, tu n'es pas morte, mais en fait, tu auras un fils. Et voilà, et j'espère qu'il sera fort. Et comme moi, ne l'appelle pas. Voilà, laisse-le passer derrière toi. Ouais, mais c'est pas sûr que c'est pris longtemps parce qu'il dit que ça lui a pris 56 jours. Et il se fait arrêter immédiatement après avoir tué Quilty. En tout cas, elle meurt juste après en couche d'une fille. Le fait qu'il y ait la petite précision d'une fille mort-née, pour moi, c'est vraiment justement l'échec absolu de la seule possibilité de. Oui, c'est ça. Lui, c'est qu'il est le personnage qui vit trop dans le romanesque et d'avoir d'être trop dans le romanesque, et ben en fait il en meurt, et il en meurt de façon ridicule, quoi. Oui, mais il peut pas l'histoire pouvait pas continuer effectivement comme si de rien n'était, étant donné que Lolita est effectivement une femme dont la vie a été brisée, donc clairement ça n'allait pas rester sans séquelles, et d'ailleurs il le dit à un moment. L'idée, c'est de dire que s'il avait publié, si éditorialement Nabokov avait fait le choix de mettre l'avant-propos après la fin du mémoire, on l'aurait effectivement lu complètement différemment, c'est-à-dire que ça aurait eu complètement autre chose, mais le fait de le mettre au début est justement là pour aiguiller, d'autant plus que c'est un avant-propos où effectivement il y a tous les topoïs de l'avant-propos, c'est-à-dire exactement comme dans Chaud dans l'eau de la clos, dans Les Liaisons Dangereuses, c'est que c'est un psychologue qui dit moi je le publie, c'est vrai que c'est dégueu, mais c'est justement pour comprendre les mécanismes des gens dégueux. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'en fait, l'avant-propos est juste à la fin du livre. Puisque à la fin du livre, la postface invite à relire l'avant-propos. Oui, mais c'est. Donc je veux dire, moi là par exemple, je l'ai lu comme ça, tu vois, l'avant-propos. J'ai lu le livre, l'avant-propos, personne ne lit les avant-propos. Mais c'est intratextuel, donc il y a écrit Lolita avant, tu peux pas. Ah bah si, moi j'ai vu comme ça, j'ai vu avant-propos, je me suis dit ok, Genette en parle dans Seuil. J'ai lu avant-propos, j'ai fait ok, considéré angle purement psychiatre. Mais non, mais c'est faux. Première partie, si je te jure, j'ai pas lu l'avant-propos. Mais c'est grotesque. Mais c'est une préface, un avant-propos, personne ne lit les préfaces. Mais l'avant-propos, il est avant le livre. Oui, si jamais c'est un truc d'un on va faire un sondage qui lit les avant-propos. Personne, je lis pas les avant-propos. Je m'en. Et par exemple, alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a certains livres qui ne peuvent pas être lus. Non, mais ça c'est une je sais pas si on verra bien. C'est dingue. On a commencé, il faisait jour. On termine, il fait nuit. Bravo, messieurs. Ok. Moi, moi, ça m'a dégoûté, voilà, ce débat. Non, en revanche, j'ai peut-être une dernière chose juste. Moi aussi. Une dernière chose, c'est que je trouve ça intéressant le fait qu'il appelle Lot pendant tout Charlotte, il appelle Lot, donc qui est clairement une référence aux souffrances de Werther. Et en revanche, il attend la toute fin du livre pour faire une référence au Roi des Aules, donc qui est un des grands récits. En fait, on va dire que il me semble quand même que les grands récits de pédophilie, si je puis dire, qu'on a dans, on va dire, en Occident, il me semble qu'on a Le Roi des Aulnes, qui peut être lu comme un grand récit, justement, enfin, un grand récit, un court poème, mais un court poème sur la peur de la pédophilie, du pédophile, quoi, comme monstre, et Le Roi Lear et sa réécriture avec le Père Goriot. Enfin, et donc, ce que je veux dire, c'est que, qu'il n'y a pas non plus 15 000 récits de pédophilie, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que le Roi Lear, il me semble que tout à la fin, il y a clairement quand elle le refuse et que lui, il va la voir et qu'il essaie qu'il a ses pieds et qu'il dit s'il te plaît, mon amour, viens avec moi, et qu'elle lui dit non, va crever. Et ben, il y a clairement une référence au Roi Lear. Mais le Roi des Aulnes, pendant tout le truc, il appelle sa femme Lot, etc. Genre allô Goethe, bonjour. Mais en revanche, pendant tout le truc, il oblitère le fait qu'il est un monstre, comme le Roi des Aulnes qui court après le gamin dans la forêt, quoi. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, je trouvais ça marrant. D'accord. Non, mais je trouvais ça intéressant parce que finalement, il esthétise tout jusqu'au bout. Alors il finit finalement à un moment par faire une référence au Roi des Aulnes, mais c'est pas lui qui met en tant que Roi des Aulnes d'ailleurs. Il en met c'est Trapp, justement.
C'est-à-dire qu'en fait, sa monstruosité pédophile, il la met, il la plaque non pas sur lui, mais sur exactement. En fait, c'est sur ses trappes et donc après Kilty, et après Kilty, je crois. En fait, donc après il dit ah oui c'était Kilty, mais il me semble pas. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais c'est au moment où il croit encore que Kilty est trappe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la monstruosité du roi des aulnes, il la plaque jamais sur lui. Lui, il est le jeune Werther. Et finalement, le problème du jeune Werther aussi, parce que c'est le jeune Werther meurt de son amour pour la fiction. Et donc finalement, à mon sens, sûr que tu fais pas trop le lien avec des trucs que les gens n'ont pas forcément lu. Moi, je l'ai pas lu forcément. En tout cas, ce que je veux dire, en tout cas, c'est que à mon sens, Lolita vraiment se place dans la grande lignée des Don Quichotte, Madame Bovary, Souffrance du jeune Werther, des mauvais lecteurs en fait, de ces personnages en fait qui deviennent fous à force d'être pris dans des fictions. C'est ça que je veux dire. Oui. Est-ce que objectivement Quilty n'est pas plus monstrueux que Humbert? On a envie de dire si, c'est clair, d'autant plus qu'il y a l'épisode où justement elle raconte qu'il l'a emmené dans un ranch et qu'il lui proposait des trucs avec plein de gens, des films artistiques ou je sais pas quoi, enfin bref, et donc effectivement on a l'impression qu'il va plus loin, mais et il y a aussi l'idée, je trouve que comment dire, Quilty n'est pas d'une certaine manière un peu transformé et racheté par le fait d'en faire un livre. C'est-à-dire que c'est nécessairement quelque chose qui pose question aux gens qui sont écrivains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte aussi de la mesure dans laquelle quand tu commences un roman et quand tu le termines, tu es quelqu'un de changé. Et donc naturellement, et a fortiori quand tu es un lecteur, c'est-à-dire que si lire un livre ne te fait absolument rien du tout, mais alors passe à autre chose, tu vois. Mais naturellement, un livre cherche justement plutôt à créer un peu un effet sur toi. Et si tu en ressors et que tu es le même, c'est dommage. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le relire. Mais est-ce que c'est pas le thème de la vidéo de samedi ? Il y a un dernier truc qui me paraît important, c'est que j'ai pas vu le film de 97, là il y avait quelqu'un qui en parlait un peu plus tôt. J'ai juste vu un peu le début, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il tombe un peu dans le même défaut que le fait d'avoir traité Lolita en film, même par quelqu'un d'aussi doué que Kubrick. C'est qu'en fait, ça fiche tellement par terre l'idée du narrateur peu fiable. Ça objectivise tellement les relations que d'une certaine manière il y a quelque chose de bizarre au fait que désormais aujourd'hui quand on dit c'est une Lolita, on comprend c'est une meuf qui est jeune et qui aguiche un peu les vieux. Et c'est de fait ce que pas mal de gens ont eu un peu l'impression de comprendre, c'est de dire et aussi un peu dans le souvenir des gens et demander un peu, dites c'est quoi l'histoire de Lolita, ils diront franchement ils sont quand même un peu consentants tous les deux, tu vois. C'est même quand même elle qui cherche un peu, si jamais elle avait dit non, je sais pas quoi, enfin bref. D'une certaine manière, non seulement ça oublie que lui-même a tout fait pour le profiter d'elle, c'est-à-dire que même il était prêt à prendre des somnifères, etc., pour en profiter pendant la nuit, mais qu'en plus, d'une certaine manière, elle, ayant 12 ans, n'a pas... la capacité de jugement d'un adulte. Donc le fait de dire qu'aujourd'hui, quand tu tapes Lolita par exemple, quand je vais aller sur mon site favori de Torrent et que je tape Lolita pour le trouver en film, en fait il y a celui de Kubrick, celui de Adrian Lyne, et puis il y a plein de Lolitax. Ouais, c'est ça. Et, non mais par exemple c'est ouf, moi j'en parlais avec mon coloc et tout, j'ai un tout nouveau coloc donc je le connais vite fait. J'arrive, je fais je suis en train de lire un bouquin, ça s'appelle Lolita, tu connais pas? Il y a un film de Kubrick, je tape Lolita sur internet, Google Images, boum, et je fais mais si c'est l'image est hyper connue parce que je voulais lui montrer la jaquette du film quoi, on voit l'image est hyper connue, boum, je clique, je lui montre le truc et là il fait ah ouais c'est un peu tendancieux non? Et comment ça? Et là je regarde, oh putain. Et ouais donc j'étais un peu gêné mais donc ouais c'est vrai que c'est dingue, c'est que dans l'imaginaire collectif en fait c'est passé complètement à travers la vision on va dire extérieure du truc sans prendre en compte le fait que la personne qui nous raconte l'histoire n'est pas du tout fiable. Mais juste avec, il y a mais non mais que du coup en fait il y a presque un truc frappant, c'est que du coup on en vient presque à se dire nous-mêmes franchement à sa place tu vois je sais pas ce que je fais mais c'est vrai qu'elle est quand même pas mal quoi. Enfin il y a presque un truc non mais il y a presque un truc où en fait en prenant le texte de Humbert pour parole d'évangile, pour effectivement décrivant la réalité objective, et en fait on tombe assez facilement nous-mêmes dans le truc de dire ouais en fait c'est vrai qu'elle a guiche, qu'elle est sympa ou je sais pas quoi, et donc en fait c'est presque comme si alors que lui-même se rend compte qu'en fait il lui a détruit sa vie, et nous on en est encore au stade où on dit franchement tu vois c'est kiff tu vois. Tout ça pour dire en fait finalement que si on devait un peu résumer ce qu'on a pu dire là, c'est qu'il y a deux risques dans ce livre. C'est de le prendre comme un on va dire dans le sens littéral,
et en fait de se laisser embarquer par la fiction et de dire oui mais justement en fait donc il a raison, elle l'aguiche, oh là là c'est vraiment l'histoire d'une aguicheuse, d'une Lolita finalement, etc. Et on a l'autre erreur finalement, l'autre faute qui serait de dire ah oui en fait non il y a des signes partout, l'auteur a dissimulé des signes, le narrateur n'est pas fiable et donc il faut voir derrière cela et regarde tac, et en fait si on inverse les lettres ça fait Vladimir Nabokov et ça fait machin et tout, tu vois. Et donc finalement comme s'il y avait deux lectures complètement qui serait erronée quoi. D'un côté la lecture du naïf, d'un côté finalement la lecture de Lolita, et de l'autre côté la lecture du fou qui serait la lecture de Humbert. Wow, that's beautiful. En même temps sur le truc de la lecture de signes, en fait c'est pas en disant je me moque de Freud et j'ai jamais voulu écrire des trucs allégoriques, c'est pas en disant ça qu'il les met par terre, étant donné que justement on pourrait tout à fait, quelqu'un qui serait un peu dans cette dynamique de soupçon pourrait tout à fait dire oui mais c'est typiquement ce que dirait quelqu'un qui en fait cache des signes et qui justement là te met à la fin un truc qui est censé qui est un piège supplémentaire qu'il faut dévier. Mais... D'ailleurs juste ce qui est intéressant pour venir, parce que c'est un truc que tu m'as fait voir, parce que moi à la base je me suis dit mais en fait okay, en voyant les signes, en le voyant devenir fou, je me suis dit ok il n'y a pas de signes, en fait les signes sont complètement inventés. Et puis en fait Pierrot m'a dit mais si attends regarde mine de rien vu que Kilty c'est son double, bah, il est complètement probable que Kilty ait vraiment pensé ces signes. Et donc en fait ce qui est intéressant c'est que il est possible que les signes renvoient à un sens, donc c'est vraiment le pire pour le fou, c'est que il est possible que ces signes renvoient un sens, et donc on ne sait pas à quel moment en fait est-ce qu'il a complètement sombré dans la folie, il est parti dans des gros délires, et à quel moment en fait bah, il était complètement dans le vrai. Je continue de partager un truc. Pendant ça là il y avait page 83. Ah si, j'en ai deux de regarde page 52. Oui. Juste la subjectivité disparaît totalement, l'adaptation paraît donc brute. Mais oui, mais moi je dirais franchement, alors j'ai pas vu le film, mais je pense qu'il serait intéressant de voir les interviews de Kubrick et de voir si en fait il a pas intégré la subjectivité du narrateur à l'œil de sa caméra. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir ça, et j'y connais rien, mais je pense que ce serait intéressant, et même de voir aussi des critiques du film. Il me semble que ce serait la chose la plus intelligente à dire sur ce film que je n'ai pas vu. D'ailleurs, si vous, ceux qu'on lui livre le savent, parmi les choses qui sont un peu disséminées, il y a le thème The Enchanted Hunters, c'est-à-dire que c'est un truc qui revient en permanence. Même c'est le titre de la pièce, je crois, enfin bref, c'est le motel dans lequel il couche pour la première fois, enfin bref. Ça veut dire quoi The Enchanted Hunters? Ça veut dire les chasseurs un peu enchantés, mais c'est-à-dire un peu charmés en fait, c'est-à-dire sous l'emprise d'un charme. Et donc en fait les chasseurs, c'est d'abord Humbert, étant donné que c'est lui qui chasse Lolita, qui veut l'obtenir. Ensuite, il s'enfuit en permanence et il se rend compte qu'ils sont pourchassés d'abord par une éventuelle police, ou en tout cas des gens qui sont un peu trop curieux. Ensuite, il est un peu pourchassé par celui qui croit être Trapp, son gros cousin suisse, mais qui en fait est Quilty. Et ensuite, c'est lui-même qui se remet à nouveau en chasse de Quilty. Et justement, ils sont tous un peu sous le charme, non seulement de leur folie, mais aussi de ce qu'ils croient être le charme de Lolita, justement. Et il y a un truc que je trouve hyper frappant, du coup, c'est à page 373 dans mon édition. Donc c'est le moment où il parle de tous les noms des gens, de tous les noms que le gars il laisse dans le registre. Et donc on a déjà vu pas mal de noms où effectivement c'était les noms de Arsène Lupin, Rimbaud, etc., etc. Et il y a un moment où il est dans l'énumération des noms et il dit qui était Johnny Randall, Rumble, Ohio. Et là vous avez une petite note de bas de page qui est écrite par le traducteur, et il y a écrit Nabokov lui-même n'était pas sûr de l'identité, de la réalité de ce personnage. Et là vous dites mais ça veut dire quoi Nabokov n'est pas sûr de l'identité du personnage qu'il utilise, c'est-à-dire qu'est-ce que ce truc signifie? Est-ce que ça fait référence à un débat dont on n'a pas les codes? Est-ce que ça dit voilà, en fait il se met à citer des noms qui sont hyper réels, mais en fait il sait plus exactement où est-ce qu'il l'a entendu, et donc ou je sais pas quoi. Ou est-ce que le traducteur ne s'est pas lui-même pris dans les pièges du filet? Ou peut-être, en tout cas, le fait est que cette note de bas de page m'a quand même vachement fait poser question, et dans le fait de dire que voilà, celui qui veut dire il n'y a aucun signe a lieu de le dire, et celui qui dit en fait il y a des signes partout qui ont du sens et que même Nabokov lui-même ne comprend pas parfois, a aussi du matériau. Bref. Bon, ça fait 1 heure. Ouais. À plus d'enlever, c'est bientôt dans le métro. Ciao. Est-ce qu'on a répondu à tous les trucs? Oui, on a répondu à tous les trucs. Merci beaucoup à vous tous d'être présents. C'est vraiment trop cool de passer ce temps avec vous. Oui. Et à samedi pour une nouvelle vidéo là qu'on a écrite aujourd'hui et qu'on va tourner demain. Il y a les signes du papillon aussi qui est marrant. Alors, mais oui, parce que le signe du papillon. Mais il y a le signe du papillon plusieurs fois puisque
Non, écoute. Ah oui, il y a le signe du papillon qui était marrant parce qu'en fait le papillon est, alors il est pas omniprésent dans, moi j'ai été parce qu'en fait on a commencé à se documenter, quand j'ai commencé à me documenter sur Nabokov seulement au milieu du livre où justement j'ai vu cette super conférence que je vous conseille si vous parlez un peu anglais. Franchement, son anglais est hyper compréhensible, sur la conférence de Yale. Donc vous tapez sur YouTube Nabokov, Lolita Nabokov Yale, ou juste Lolita Nabokov, et vous tombez sur une conférence d'une prof de Yale qui est trop bien, hyper facile à comprendre et et assez intéressante, où en fait on apprend toute l'histoire de Nabokov, qui est une histoire de malade. Il est né dans la Russie tsariste. À la base, il voulait être entomologiste. Il était passionné de l'épidoptère, donc de tout ce qui est papillons, etc. Et donc lui-même en fait a mis en pause finalement sa carrière d'entomologiste pour pouvoir devenir écrivain. Mais en fait, après, jusqu'à la fin de sa vie, il a quand même, avec sa femme, et c'est hyper intéressant d'ailleurs, mais je crois qu'il en parle dans la postface, il a avec sa femme chassé plein d'épidoptères, et il dit je les ai mis dans tel et tel musée. Et ce petit bâtard, il dit, et d'ailleurs, ça a un sens. Pour les biographes qui vont en faire ma biographie, allez les voir et vous allez voir, ça a peut-être un sens. Et après il dit mais non, je me fous de votre gueule, vous en faites pas, en fait ça a aucun sens, mais je trouve ça marrant parce que finalement en fait il dissémine jusque dans sa postface, on va dire, des indices, si tu veux, pour les obsédés de l'indice et pour les obsédés du clou, puisque clou. Oui. Il continue à disséminer, bref. Et donc je pense que cette idée du papillon, c'est aussi un piège pour ceux qui voudraient avoir c'est un piège finalement pour les papillons que sont les lecteurs, que pour ceux qui voudraient en fait trouver où est Vladimir Nabokov dans Lolita, et ben, en fait il dissémine aussi un peu des papillons pour que les gens puissent dire ah oui, regardez, il y a un papillon, c'est Nabokov qui parle à ce moment-là, etc. À mon avis, c'est un piège de ce type-là. Oui, mais ce qui est marrant d'ailleurs en plus d'un point de vue biographique, c'est que lui-même, Nabokov, vient d'une famille de Russes blancs, donc c'est les Russes qui se sont opposés à la révolution d'octobre 1917, révolution, même s'ils étaient démocrates. Oui, c'est ça, parfois, effectivement. Et donc voilà, du coup, c'est marrant parce que même son père avait participé au bureau qui avait fait la première révolution en février. Donc, c'est drôle parce que justement, quand il parle de Maximovitch au début, là, le chauffeur de taxi avec qui sa première femme a une affaire, et ben, justement, il est hyper sarcastique, hyper moqueur en disant qu'ils étaient tous chauffeurs de taxi, ce qui est véridique d'ailleurs à l'époque, etc. Et ce qui d'ailleurs fait lien avec le fait que ces livres, donc à cause de cette appartenance, ont été tous interdits, censurés en Russie, pour des motifs politiques, c'est-à-dire que c'était ça, mais c'est en fait aux États-Unis où la censure s'est justement faite sur un thème beaucoup plus moral. Et ce qui est frappant, c'est que du coup l'éditeur de Olympia Press, là où il avait l'éditeur français où il avait réussi à publier son truc, quand il y a les premières interdictions, et ben en fait il demande à Nabokov de participer et lui dit mais en fait c'est hyper bizarre parce que tout ce que j'ai rien d'autre à rajouter en fait, c'est-à-dire que tout mon plaidoyer sur le fait que Lolita n'est pas une histoire qui mérite la censure et qui est pro-pédophilie, en fait c'est mon livre, et donc le fait de demander à un auteur de rajouter quelque chose, c'est passer à côté du problème, c'est-à-dire c'est ne pas comprendre que dans ce livre il a tout dit. Voilà, bref. J'ai mis un lien vers Astropol qui permet aussi de nous donner une idée. J'aimerais beaucoup que vous le remplissiez, s'il vous plaît. Une idée de l'horaire que vous préférez pour qu'on s'ajuste un peu en fonction de. Voilà, si c'est pas trop tôt pour vous, pour nous. Yes, moi il faut vraiment que j'aille. Ah oui. Donc je vous dis au revoir. D'accord. Et on se dit au revoir. Merci Don't Blame Me for Being Myself. On est confus, on manque un peu de temps. C'est très très bien écrit, je trouve. Lolito de Ben Brooks. Ok, et ben écoute, on note ça et on le lira sans doute. Pour dans 15 jours, 3 semaines, parce qu'il va y avoir un peu de vacances. Ouais, en fait, dans les 2 prochaines semaines, il va pas y avoir de. Ouais, on m'appelle. Ouais. Les 2 prochaines semaines, il va pas y avoir de live. Ouais. Donc, suivez bien sur Facebook et Twitter, c'est là où on donne toutes les informations. Ok. Et comme ça, on votera pour une œuvre pour très bientôt. Ouais. Merci beaucoup, à bientôt, et on est ravis de vous avoir d'avoir parlé de vous avec ça. Au revoir. De ça avec vous. Allez, bisous.